Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'installation de notre premier système d'exploitation sur notre environnement VirtualBox. Nous allons installer Linux, Oracle Linux version 6 que nous avions téléchargé sur le site d'Oracle. Pour ce faire, lorsque nous téléchargeons une image de CD sur notre machine, sur notre ordinateur, il est sous la forme de fichiers ISO. Donc ici, nous allons télécharger. Je vais aller dans le répertoire où j'ai téléchargé le fichier ISO du système d'exploitation Linux. Mes documents. Juste là. Soft. Oracle. C'est ici. Ici, ça c'est des fichiers ISO, des fichiers images de disque dur. Donc nous allons installer ceci. Nous allons installer ce système d'exploitation sur notre machine virtuelle que nous avons précédemment créée. Sa taille c'est de 3,72 Go. Nous voyons que les systèmes d'exploitation de Linux sont relativement lourds parce qu'ils viennent avec beaucoup de logiciels déjà incorporés. Et lors de l'installation, vous choisissez juste les packages ou les logiciels que vous voulez installer en fonction de l'utilisation de votre machine virtuelle. Donc vous voyez le fichier ISO qui est une image de disque. Donc la première des choses que nous allons faire, nous allons monter l'image de disque sur notre lecteur CD de la machine virtuelle. Pour ce faire, nous allons directement dans stockage. Nous pouvons aller dans configuration. Après stockage, on peut directement aller configurer le stockage. Donc nous disons que le lecteur CD, on peut choisir directement comme maître secondaire IDE. Ça veut dire qu'il prend le lecteur CD de l'autre. Mais nous pouvons choisir à partir d'ici un lecteur optique virtuel. Donc un fichier ISO. On va choisir un fichier de disque optique virtuel. C'est là qu'on part. Et puis nous allons choisir notre image de disque que nous avons téléchargée. Bon, je donne ici mes documents. Soft, Oracle. C'est celui-ci que nous avons téléchargé depuis le site d'Oracle. Vous voyez, il a monté. Donc ça veut dire que sur notre lecteur CD, nous avons ce CD virtuel Oracle Linux 6. Quand on le télécharge, il n'est pas sous ce nom. Je l'ai renommé pour ne pas me perdre. Ok, c'est tout. Et nous démarrons la machine. Il va booter à partir du CD. Parce que nous voyons lors de la configuration système, nous voyons l'ordre de démarrage. Nous avons disquette, nous avons disque optique, nous avons disque dur. En fait, il le fait automatiquement. Lorsque nous montons un disque optique sur une machine virtuelle, il le met en priorité de boot. Donc nous allons décocher disquette pour qu'il boot directement à partir du CD. Et comme ça, nous allons procéder à l'installation. Donc nous démarrons notre machine virtuelle. Vous voyez notre interface. Actuellement, ma souris est toujours contrôlée. C'est toujours le système d'exploitation hôte qui contrôle ma souris et mon clavier. Donc si je fais Windows par exemple, ou bien je fais n'importe quelle touche, c'est le système d'exploitation hôte. Maintenant, pour passer le clavier à la machine virtuelle, il suffit de cliquer à l'intérieur. Oui, je clique, la souris disparaît parce qu'actuellement nous sommes en commande texte. Donc maintenant, installe ou upgrade un existing system. Oracle Linux 6, je vais faire une nouvelle installation. Je valide. Vous voyez, il boot.
Je vais agrandir la fenêtre. Pour agrandir cette fenêtre, je suis obligé de récupérer le périphérique d'entrée en appuyant sur majuscule droit, sur contrôle droit. Vous voyez la souris qui revient. Donc j'agrandis ma fenêtre, je clique à nouveau à l'intérieur. Voilà. La première fenêtre nous propose de tester le média d'installation, de tester le CD. Donc nous sommes sûrs que le CD est bon, puisque c'est un CD virtuel, donc on ne peut pas avoir, il n'y a pas de chance qu'il soit gratté, etc. Donc nous allons sauter cette étape. Voilà. À l'étape suivante. Voilà, il nous lance le programme d'installation. Ok. Descendre. Next. On choisit notre application. Nous allons choisir notre langue. Ici, il s'agit de la langue d'installation. Donc, nous poursuivons notre installation en français. Suivant. Français. Suivant. Quel type de périphérique contient votre installation? Périphérique de stockage basique, périphérique de stockage spécialisé. Ici, nous sommes en SATA, comme tout à l'heure. Ici, spécialisé, installe ou met à niveau les périphériques tels que les réseaux de stockage. Cette option vous permettra d'ajouter des disques FC over Ethernet, iSCSI, ZFCP. Donc, nous sommes ici. Donc là, c'est un peu comme il y a une double souris. Ah non, clique d'abord. Il y a la souris de Windows et la souris de Linux qui sont... Voilà. Alors, c'est... Fait majuscule. Ok, nous sortons déjà. On a agrandi. Et clique dedans. Bon, ici, il a détecté un disque dur qui pourrait contenir des données n'est pas partitionnées. En fait, il a détecté notre disque dur virtuel. On va mettre abandonner toutes les données puisqu'il n'y a rien dans notre disque dur. Actuellement, il est vide, il est non partitionné. Configuration du réseau. Non doute. Nous allons sortir pour... Nom de l'ordinateur. Nous allons changer le nom de l'ordinateur. Nous n'allons pas créer des domaines. Nous allons l'appeler Linux Lab. On ressort Windows, on descend la souris, on réentre. On peut directement configurer le réseau. On pourra le faire plus tard si on veut. Modifier. Nom de la connexion, connecter automatiquement. Ici, c'est l'adresse MAC. Paramètre IP, on va le mettre en DHCP. Bon, tout à l'heure, on n'a même pas vérifié quel était le mode de configuration du réseau. Mais tous ces paramètres peuvent être modifiés plus tard. Fermé. Suivant. Fuseau horaire. La configuration de l'heure du système. On peut directement mettre
Ici, Afrique. On peut choisir le fuseau horaire. C'est très long. On peut passer directement à la carte. On choisit la ville. On a créé Afrique par exemple. Monrovia, Freetown, Abidjan. Voilà. Automatiquement. C'est plus rapide. On descend. On clique. Suivant. Le mot de passe route. Contrôle. Vous voyez, quand j'appuie sur... En fait, vous ne pouvez pas voir. Quand j'appuie sur contrôle droit, la souris devient blanche. Ça veut dire que c'est le système hôte qui contrôle la souris. En ce temps-là, je peux faire monter et descendre l'ascenseur. La souris noire, c'est la souris du système d'exploitation virtuel. Quand je clique à l'intérieur de la fenêtre virtuelle, là, ma souris, elle devient la souris noire. Quand j'appuie sur contrôle droit, elle devient blanche. Donc, il appelle la souris noire, je suis à l'intérieur, je ne peux pas contrôler l'ascenseur. Mot de passe route. Je mets mot de passe route, Labo Linux. Confirmation. J'ai besoin de descendre l'ascenseur pour cliquer sur OK. Dehors, et puis je vais... Le mot de passe route, il y a tous les systèmes Linux ont l'utilisateur route qui est le super utilisateur, qui est l'administrateur du système, qui a tous les privilèges. Donc à l'installation, on définit son mot de passe. Lorsque le mot de passe, la sécurité, le niveau de sécurité du mot de passe est faible, il y a un avertissement. Mot de passe peu fiable. J'ai mis juste Labo Linux. Linux Lab. Le mot de passe saisi est trop faible, basé sur un mot dictionnaire à l'envers. Utilisé malgré tout. On prend le risque. On vient dans la fenêtre suivante. Quel type d'installation souhaitez-vous? Utilisez tout l'espace. Remplacement des systèmes Linux existants. Réduire la taille des systèmes actuels. Utiliser l'espace libre. Créer un partitionnement personnalisé. On va faire simple. On va utiliser tout l'espace. Nos 12 Go. Ici, on peut chiffrer le système. On ne va pas chiffrer le système, ce n'est pas nécessaire. Revoir et modifier le schéma de partitionnement. On va cliquer juste pour voir le schéma de partitionnement, mais on ne le modifiera pas. Comment est-ce qu'il partitionne automatiquement le disque dur? Donc, il a partitionné le disque dur. Nous avons ici les périphériques. Là, au cours de la formation, on va bien expliquer c'est quoi. Ici, nous avons Dev veut dire Device, SDA, SATA Disk, ST veut dire SATA Disk. Nous avons A, qui dit le premier, SDA. C'est les nomenclatures Linux. Donc ça, c'est un disque dur SATA qui s'appelle SDA. Nous avons deux partitions. Partition 1, partition 2. Si nous avons 4 partitions, il va appeler SDA1, SDA2, SDA3, SDA4. Nous avons 2 partitions qu'il a faites. Sur ces 2 partitions, on a monté, il y a un contrôleur de volume. Il y a un manager de volume qu'on appelle le LVM, Logical Volume Manager. Le Logical Volume Manager gère le stockage. Ici, nous avons
sur le disque, nous avons deux disques, nous avons deux partitions, un disque du SDA. Nous avons ici les disques un disque du SDA et deux partitions SDA1, SDA2. Nous pouvons voir ici. SDA1, SDA2. Ça, c'est ce qui concerne les disques durs. Maintenant, en ce qui concerne les groupes de volume, le système d'exploitation lui voit les volumes. Il y a un gestionnaire de volume. C'est le gestionnaire de volume qui présente les systèmes, les partitions au système d'exploitation qui seront formatées et ainsi de suite. Donc, nous avons un groupe de volume. Dans le groupe de volume, nous avons qui s'appelle VG Linux Lab. VG veut dire volume groupe Linux Lab. Nous avons un groupe de volume. Et nous avons deux volumes logiques. Il y a un qui s'appelle LV root, il y a l'autre qui s'appelle LV swap. Maintenant, c'est dans ces volumes logiques qu'on crée des systèmes de fichiers. Ici, le volume LV root est formaté avec le système de fichiers ext4, qui est le système de fichiers de Linux. Nous avons le LV swap, qui est formaté en système de fichiers swap. Ici, on remarque qu'il n'y a pas de point de montage pour le LV swap. Ça veut dire que l'utilisateur, à travers le système d'exploitation, ne peut pas écrire dans le swap. C'est un système de fichiers spécialisé. Peut-être nous verrons ça plus tard. Nous pouvons modifier le système de partitionnement. Ici, on voit la taille près de 10 Go. On voit le volume logique LV group. Nous voyons le système de fichiers qu'on peut changer. On peut mettre VFAT, le système de fichiers Windows, EXT1, EXT4, EXT3, EXT2. Donc, voilà ce que nous avons. On ne va pas modifier. Bon. On peut créer de nouveaux volumes logiques. On peut modifier, etc. Si nous voyons... Attends. Après, durant la formation, nous aurons un endroit spécifique dans la formation où nous allons parler spécifiquement du gestionnaire de volume. C'est très important dans l'environnement Linux de comprendre comment est-ce que Linux gère le stockage. Comment est-ce que Linux gère le stockage en environnement. Comment est-ce que Linux gère le stockage à l'aide du logiciel de gestion de volume. Alors, suivons. Que SDA doit être formaté. Vous voyez ici. SDA qui est le disque dur doit être formaté. Formaté. Écrire les modifications sur le disque. Voilà. Format SDA1, format SDA2, et créer les volumes groupes, volumes logiques, etc. Donc nous voyons. Utiliser le mot de passe route au chargeur de démarrage, non. Ça permet, si vous cochez, au moment de démarrer le système d'exploitation, il va vous demander un mot de passe. Nous, on ne va pas y cocher. Utiliser le mot de passe au chargeur de démarrage, non. Installer le chargeur de démarrage dans Dev SDA. Le chargeur de démarrage, c'est le programme d'amorçage, c'est le programme de démarrage qui est installé sur le disque, dur. Donc, lorsque vous avez plusieurs disques durs, c'est une façon de demander sur quel disque dur le système d'exploitation doit démarrer. Actuellement, on n'a qu'un seul disque dur, comme tout à l'heure, je vous ai dit SDA. Donc, c'est celui que on va démarrer. Système d'exploitation au chargeur de démarrage, c'est ça. Donc, avec Linux, il y a un chargeur de démarrage assez élaboré. Donc, ce chargeur de démarrage peut booter n'importe plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, actuellement, il n'y a qu'un seul système d'exploitation que nous installons et le chargeur de démarrage va proposer le boot d'un seul système d'exploitation. Il peut proposer le boot de plusieurs systèmes d'exploitation. Suivant.
Maintenant ici, cette fenêtre, c'est une fenêtre très importante. En fait, c'est la fenêtre où on choisit ce que nous allons installer. Les logiciels sous Linux s'appellent des packages. Les logiciels s'appellent des packages. Donc, lorsque vous téléchargez une distribution de Linux, vous choisissez quels sont les packages que vous allez installer en fonction de l'utilisation de votre système Linux. Il peut être utilisé comme un desktop, il peut être utilisé comme un serveur, il peut être utilisé pour une installation minimale, peut-être pour faire des labs, peut-être pour les besoins d'éducation, etc. Il peut être installé comme un super serveur avec des modules de cluster, c'est-à-dire qu'un serveur qui est réparti sur plusieurs machines, etc. Ici, on facilite la tâche. Ici, il nous demande quel type d'installation nous voulons. Soit un serveur basique, il n'installe que les packages, les logiciels pour serveur basique. Soit un serveur de base de données. Il installe les logiciels de base de données, MySQL, PostgreSQL, etc. Soit un serveur web. Il installe les logiciels liés au serveur web. Soit un serveur d'identity manager. Soit un serveur de visualisation. Soit un desktop. Soit une station de développement dont il installe tous les outils de développement, soit une installation minimale. En fonction de ce que vous choisissez, il fait une présélection des logiciels qu'il va installer, que vous pouvez personnaliser après. Après, vous pouvez installer des nouveaux logiciels. Après, vous pouvez désinstaller des logiciels, etc. Ici aussi, vous pouvez personnaliser votre installation maintenant, ou bien personnaliser les logiciels installés maintenant. On va cocher ça. Nous, ce qu'on va faire, on va faire une combinaison de serveur et desktop. Lorsqu'on installe un serveur, il n'installe pas d'interface graphique. Parce que les serveurs, eux, n'ont pas besoin d'interface graphique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons installer des serveurs et nous allons installer l'interface graphique pour que nous voyons à quoi ressemble l'interface graphique de Linux. Et aussi, chez Linux, il y a plusieurs environnements graphiques. Il y a GNOME, il y a KDE, etc. Donc, nous allons faire un serveur web. Nous allons faire un serveur web. Il va présélectionner pour nous tous les packages nécessaires, tels que Apache, MySQL, etc. pour faire un serveur web. Donc, comme on a dit qu'on va personnaliser notre installation en termes de package maintenant, quand c'est un service web, voilà les packages. Comme on a coché service web, il a déjà coché tous les services liés. Lorsqu'on va installer un serveur web, si notre machine veut servir de serveur web. Maintenant, il y a des packages serveurs si nous voulons, nous cochons. Si nous voulons exploiter notre machine comme serveur. Ici, nous avons serveur FTP, serveur LDAP, serveur d'impression, serveur d'infrastructure réseau. Infrastructure réseau, ça veut dire que c'est les DNS, etc. Nous avons les serveurs de fichiers. Nous avons les serveurs de fichiers CIF, les CIFS. C'est le système de partage des fichiers Windows. Donc, ça veut dire que vous pouvez, dans l'environnement réseau de Windows, vous cherchez, vous voyez la machine Linux, comme si c'est... Vous pouvez partager des fichiers. C'est le protocole CIFS. Nous avons les serveurs de gestion des identités, serveurs de messagerie, serveurs de sauvegarde, serveurs de stockage réseau. Nous avons le service web, nous avons le service de base de données. Vous voyez, nous avons client de base de données MySQL, client de base de PostgreSQL. Nous avons serveur de base de données MySQL, serveur PostgreSQL. Nous avons la gestion du système. SNMP, gestion système, gestion d'entreprise basée sur le web, etc. Nous avons les systèmes de virtualisation. Nous avons les bureaux. Vous voyez, du fait qu'on a coché qu'on voulait une installation serveur, aucun package de bureau n'a été coché.
Donc nous allons personnaliser. Nous allons utiliser le bureau GNOME. On va installer le système X Windows. Après, nous allons voir. En fait, le système X Windows, c'est un protocole qui permet un affichage distant d'un serveur. Donc, vous pouvez avoir votre serveur ailleurs et puis maintenant à travers X Windows, un peu comme le RDP, comme le remote desktop sur Windows. Vous pouvez installer les clients de bureau à distance. Bon, pas nécessaire. Compatibilité avec des outils, etc. Maintenant, les applications. Bon, du fait qu'on installe le bureau, l'environnement graphique, installons au moins le navigateur Internet. Développement. C'est toujours recommandé d'utiliser les outils de développement. En fait, les outils de développement, ils vont nous permettre au moins de compiler les logiciels dont on a téléchargé les codes sources. Ça peut arriver qu'on télécharge le code source d'un logiciel, qu'on le compile avant d'installer. Donc, on a besoin des outils de développement, au moins pour la compilation. Maintenant, les outils de développement pour écrire des codes tels que Eclipse, nous n'en aurons pas besoin, puisque notre code est ciblé serveur. Maintenant, en termes de langue, prise en charge, nous allons cocher le français. Il est déjà coché puisque c'est notre langue d'installation. Système de base. Nous allons cocher client de stockage. Nous pouvons personnaliser plus tard. Hein. Outils de réseau. Performance système, plateforme Java, prise en charge Perl, prise Ruby. Nous allons installer les serveurs de base de données. Bon, en termes de serveur de réseau, on va mettre serveur d'infrastructure réseau parce que nous allons travailler avec. Serveur FTP, nous allons utiliser une machine comme serveur FTP. Serveur de messagerie. Serveur de stockage réseau, peut-être. iSCSI, SERI, SNS. Serveur web, serveur de base de données. Nous allons installer un serveur MySQL. Gestion de système. Non, virtualisation, non, bureau. On a déjà coché les paquets de bureau, applications, etc. Donc nous allons personnaliser. Après, on pourra désinstaller et installer d'autres logiciels au besoin, même après avoir fini le processus d'installation. On a fait vérification des dépendances. Sous Linux, il y a des dépendances entre les logiciels, il y a les dépendances entre des packages. Donc, il vérifie le système de dépendance. Si vous avez coché un logiciel qui dépend d'un autre, il est obligé d'inclure le premier et le deuxième. C'est pour ça que sous Linux, vous pouvez vouloir installer un logiciel, il installe 4. Parce que les logiciels sont interdépendants les uns des autres. Donc vous voyez, il y a 1252 packages à installer. Et généralement, les packages sont... Il y a des packages qui sont... La plupart sont très légers. Vous voyez, il y a des paquets de 6 mégas, 10 mégas, 2 mégas, 1 méga. Donc, ce qui fait que quand la machine est rapide, l'installation, quand la machine a assez de ressources, l'installation est relativement rapide. Nous allons faire une pause de la vidéo et revenir à la fin de l'installation.
Si vous êtes arrivé à cette étape, vous pouvez vous féliciter parce que l'installation est terminée. Nous devons redémarrer l'ordinateur pour faire les dernières configurations avant la première connexion. Il démarre. Les dernières étapes avant l'utilisation du système. Allons-y. Suivant. Contrat de licence. Oui, j'accepte. S'enregistrer en ligne. Non, pas pour l'instant. Non, merci, je m'enregistrerai plus tard. Bon, ici maintenant, nous devons créer un utilisateur. Au moins un utilisateur. Actuellement, il n'y a que l'utilisateur root qui est le support de l'administrateur. La plupart des systèmes Linux demandent la création d'au moins un utilisateur avant de pouvoir se connecter au système. Je vais créer l'utilisateur Ghislain. Mot de passe Ghislain, sans compliquer, même si le mot de passe est faible. Suivant. Mot de passe est trop faible, l'utiliser quand même. La date et l'heure. On règle la date et l'heure, et puis on fait suivant. Utiliser KDump. En fait, KDump, c'est un système que lorsque le système crache, il collecte les informations, l'état de la mémoire, pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir analyser plus tard, pour savoir quelle est la cause du crash du système. Nous n'avons pas besoin de ça. Modifier les paramètres du KDump nécessite un redémarrage du système afin d'allouer convenablement la mémoire. Finalement, le système, une fois le first reboot aura terminé, oui. Le système doit maintenant redémarrer pour prendre en compte certains de vos choix. Ah, il redémarre encore. Je pense que la machine virtuelle, nous allons l'attribuer au moins 4 Go pour qu'elle soit un peu plus rapide. Mais une machine, on ne peut pas être... Nous ne pouvons pas la louer pendant que la machine est en cours. Je vais juste vérifier.
Non, ça c'est général. Machine, configuration pour vérifier. Configuration système, elle est à 2 Go. Voilà, enfin notre interface de connexion. L'utilisateur que nous avons créé tout à l'heure. On peut se connecter. Juste là. Et là, nous avons notre interface Linux qui est prêt à être utilisé. Donc ici, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.